Ça, on le fera à la fin. À la fin, je vous donnerai comme 15 minutes, une demi-heure si vous voulez, pour questions. D'abord, je voudrais établir des règles. Qu'au moins vous avez une idée quoi chercher à Pessah. Des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on pose comme question. On cherche, mais on ne sait pas. Alors, il faut avoir des notions de base. Toujours. Une fois qu'on a des notions de base, ça nous facilite la vie, ça facilite au rabbin la vie, ça facilite à beaucoup de personnes la vie. Okay? Il y a certaines notions que ce soir, je voudrais vous parler, expliquer, et ça serait bien pour beaucoup de Pessah. Si Mashiach ne vient pas cette année ou l'année prochaine, ça va vous servir pour plusieurs temps. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a à peu près 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu. Pessah, toujours on nous dit il faut être mahmir, il faut être mahmir. Non, on est tous comme ça, Baruch Hashem. On veut toujours être mahmir, on veut toujours être le mieux possible. Alors, il y a un Rav à New York, le pauvre, il est décédé il y a 3 ans. Il a fait un travail extraordinaire. Il s'appelait le Rav Avraham Blumenkrantz. Avraham Blumenkrantz, il a écrit une Agada de Pessah. Mais ce n'est pas rien qu'une Agada. C'est une Agada d'Halakha. N'importe quelle Halakha que vous cherchez, il y a dans ce livre. Je n'ai pas encore vu une chose que je n'ai pas trouvée dans ce livre. Et vraiment, ça m'a intéressé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écrit rien que permis interdit. Il a expliqué. Il a fait des recherches. Ça veut dire qu'il a fait vraiment, quand on pose une question sur un produit, il l'a écrit aux compagnies, il était même voir des compagnies. Il y a tellement de choses. Je vais vous dire quelque chose qui m'a attrapé l'attention. Vous savez que dans le banane, il y a du hametz. Banane, normal, une banane. Qui c'est qui aurait pensé que dans une banane, il y a hametz? Quel hametz il y a dans une banane? Okay? Tout de suite que tu vois comme ça, tu veux lire. Alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois que les bananes, quand elles sont cueillies, elles sont chaudes. Tu ne peux même pas te toucher avec la main. Et c'est des grands morceaux qui cueillent de l'arbre. Alors, ils cueillent ça avec des outils et ils doivent le refroidir dans des bains d'eau, mais il y a des produits chimiques et parmi ces produits-là, il y a de l'orge. Alors, tout de suite, il s'est posé la question, est-ce que c'est un problème de manger des bananes? Alors, il a expliqué selon la halakha, comme quoi, d'abord, le produit n'est pas mangeable. Deuxièmement, il se trouve sur la peau de la banane qu'on jette tous. Ok? Des œufs. Tous les œufs sont rincés avec de l'eau, avec des orges. De l'orge. Ok? Et c'est pour ça qu'on conseille toujours de rincer les œufs avant de l'utiliser à Pessah. On jette le coquille d'œuf. Mais quand même, il y a un certain pourcentage de hametz. Halachiquement, c'est permis. Mais il y a des petites choses comme ça que tu commences à apprendre, tu commences à approfondir. Et là, j'allais un peu plus loin, et je commençais à lire son livre, et c'était vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup donné des idées, jusqu'à ce que j'ai décidé, c'est quoi? Peut-être, j'aimerais rentrer dans ça, pas pour être un mashgiach, quelque chose comme ça, parce que c'était intéressant, mais j'ai vu, avec le temps, j'ai commencé à réaliser que beaucoup de choses qu'ils disaient là-bas, ils étaient un peu, pas qu'est-ce que le Shulchan Aruch dit. Alors j'ai compris tout de suite, c'est normal, parce que lui, il servait la communauté ashkénaze. Alors ça m'a donné une idée, c'est quoi? Pourquoi? Why not faire quelque chose pour le séfarade? Alors avec toutes les informations qu'il lui donnait, ensuite j'ai commencé à faire mes recherches, écrire à des compagnies, poser des questions, les appeler, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai trouvé des choses que ce soir je vais partager avec vous, qui sont un peu dures à entendre, mais c'est bien de le savoir. Alors je vais commencer par une première chose. Il y a 350 ans, il y avait un Rav qui est ashkénaze, qui s'appelait Rav Mordechai Bennett. Rav Mordechai Bennett, c'était un grand décisionnaire. Et lui, il s'est battu avec tous les réformistes. Ils avaient une bagarre constante avec les réformistes. Ils n'arrêtaient pas de le taquiner, et lui aussi, il donnait aussi des claques à gauche et à droite. Un jour, il est parti se reposer en Pologne quelque part, dans un endroit qui avait des geysers chauds. Il avait besoin de bains chauds. Il est parti là-bas. Et qui se trouve là-bas, par hasard? Un des plus grands rabbins réformistes. Ils sont en train de se baigner. Et l'autre, tout de suite, il dit « My name is Rabbi so and so ». Dès que en Pologne, quand tu disais « Rabbi », ça veut dire tu es dans le mauvais panier déjà. Ok, il dit « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Moi, je suis là en vacances.
Il dit non, vous savez, vous les orthodoxes, vous êtes trop, vous n'aimez pas, il n'y a pas de raison, nous sommes des frères. Il dit, hé, commence pas. Il dit, dis-moi, tu es rabbi? Il dit, oui. Il dit, dis-moi, quand on te pose une question, Bassar Bechalab, mélange les viandes, un problème, est-ce que tu as étudié le Shulchan Aruch pour répondre? Il dit, non, on n'a pas besoin d'étudier le Shulchan Aruch. Il dit, ah oui, qu'est-ce que tu fais? Je leur dis, tout est interdit. Regarde, si c'est interdit, je suis bien. Et si j'ai tort, c'est permis, je n'ai rien fait de mal. Est-ce qu'il y a du mal? Il dit, si quelqu'un te pose une question, ça c'est cachère ou pas? Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, c'est pas cachère. Il dit, comment? Il dit, regarde, si c'est pas cachère, j'ai raison. Je ne suis pas moins que 50% toujours dans la vérité, ou 100% de vérité. Le rabbin, comme il a chauffé un peu, il dit, je vais te expliquer quelque chose. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, une fois, il y avait quelqu'un qui habitait dans une ferme, mais ce ferme-là était dans un village, il n'avait pas minyan, il n'y a pas de juif dans cette ferme. Il était seul. Et ce qui est arrivé, il a commencé à élever des canards. Pourquoi? Il voulait faire un business avec les plumes de canard, avec le foie de canard, plein de choses que tu peux faire. Il faisait même des balais, des ailes de canard, il faisait des balais à l'époque. Alors le business allait tellement bien que bon, Hachem, il faisait beaucoup d'argent. Mais comme c'était un homme Yéré Shamayim, il craignait Hachem. Chaque semaine, chaque 2 ou 3 semaines, toujours il y avait des questions. Parce que quand ils égorgeaient les canards, il y avait des questions. Mais comme il habitait dans un endroit où il n'y avait pas de rabbin, alors toujours il voyageait. Alors une fois par semaine, 2 fois par semaine, il voyageait. Et voyager à l'époque sans route, c'était difficile. C'est 4-5 heures de voyage à la ville, des retours, le temps de voir le rabbin. Un jour, un moqueur, un réformiste moqueur, il est venu là-bas, il a trouvé l'endroit comme ça, et il a vu qu'il se prépare pour voyager. Il dit, où tu vas? Il dit, dans la grande ville, parce que j'ai 3 canards ici que je dois poser des questions si c'est cachère, pas cachère. Il dit, où tu vas? Il dit, au Beddin, au Gora, au Rabbanim. Il dit, pourquoi faire? Il dit, parce que je veux savoir, est-ce que ces canards sont cachères? Il dit, mais la Torah dit que tu n'as pas besoin. La Torah, où c'est écrit dans la Torah? Il dit, c'est écrit. Vechol terefa basadeh, la kelef tashlichunato. Quand il y a de la viande non cochère, terefa, c'est la viande qui a été non cochère. Qu'est-ce qu'on fait? La kelef tashlichunato. Tu le jettes au chien. Il dit, regarde, tu as un chien? Il dit, bien sûr, j'ai 3. Il dit, écoute, prends un des chiens. Chaque fois que tu as un canard avec une question, jette-le. S'il le mange, ça veut dire qu'il ne s'est pas caché. Et s'il ne le touche pas, c'est caché. La Torah le dit. L'autre, comme il était vraiment un ange, il a écouté. Alors il commençait, il prenait le canard qui avait des questions, il jetait, le chien mangeait, le chien mangeait. Après 3 mois comme ça, il perdait beaucoup d'argent. Mais il dit, c'est pas possible ce système. Quand j'allais là-bas, au moins 50% était caché, ou 80%, pourquoi je vais perdre? Il est retourné voir le rabbin. Un de rabbinim là-bas, il dit, tu veux me dire que pendant 3 mois, il n'y avait pas de questions? Il dit, oui, il y avait de questions. Où tu étais? Pourquoi tu n'es pas venu me poser la question? Alors il a raconté qu'est-ce qu'il lui a dit le moqueur et qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 mois. Il dit, ok, alors pourquoi tu as changé d'idée? Il dit, parce que mon chien est trop mahmir, il mange tout. Alors le rabbin s'adressait à celui-là, il dit, toi, tu es exactement comme ce chien, tu manges tout. Tu veux dire, tout n'est pas caché, tout n'est pas caché, tout n'est pas caché. Ce n'est pas un système. De dire tout est interdit, ce n'est pas un système. Et en vérité, dans notre génération, nous faisons face à ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, du doute, je ne veux pas avoir du doute. Mais sachez une chose, la Gemara dit, quand tu prends un système comme ça, tout est interdit, des fois, tu peux même tomber dans le piège. Il faut savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, et là, on décide qu'est-ce qu'on veut faire. Une fois que je sais que c'est permis, et je décide de ne pas le faire, c'est ton choix. Mais d'abord, sache la halakha. Est-ce que c'est permis ou interdit? Ça, c'est la première chose. Alors, voilà. La chose que je trouvais en route, en faisant des recherches et tout ça, que notre autre côté, Ashkenaz, ils ne veulent pas comme ouvrir les portes. Qui veut dire ouvrir les portes? Ils ne veulent pas nous aider. En quoi? Je vous raconte 2 cas.
qui m'est arrivé, et c'est sur plusieurs cas. Premier cas, j'étais en Israël, j'étais chez mon frère. Sa femme, elle a acheté la mayonnaise Dijon. Ok, à Pessah. En Israël, il y a le Dijon qui cache le Pessah. Comme il y a le Dijon qui n'est pas caché le Pessah. Il s'avère, juste à Pessah, il s'avère qu'il n'y avait pas d'Hercher le Pessah. C'était caché, normal, mais pas caché le Pessah. J'ai dit, mon frère, écoute, on n'a pas l'utilisé, elle n'a pas utilisé, mais vous voulez savoir, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Il dit, écoute, c'est très facile, tu appelles le mashgiach, on va le chercher sur l'internet, on va voir qui c'est le mashgiach qui donne la cacheroute. D'abord, la cacheroute, c'est la rabbanoute de France, mais qui est le mashgiach? Tu peux le chercher. On a cherché, on a trouvé le mashgiach, même son téléphone, même son portable. On est arrivé vraiment à le GPS, l'a trouvé. On l'a appelé. Alors je lui ai dit, pose-lui la question, est-ce que c'est Hametz? Dis-lui pourquoi il y a la même marque, c'est la même moutarde, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors il dit, écoutez, dis-lui, on l'a utilisé. Et on veut savoir quoi faire. Alors il dit, écoutez, on a acheté de la moutarde Dijon, on l'a utilisé, mais c'est Pessah, on n'a pas réalisé qu'il n'y a pas d'emblème de cachère le Pessah, il n'y a que le cachère normal. Il dit, c'est interdit. Je dis, lui, non, on a besoin de savoir, c'est interdit parce que c'est kitniot ou c'est interdit parce que c'est hametz. C'est quoi le problème? La moutarde, c'est le vinaigre. Ça peut être ou 100% hametz, ou kitniot. C'est ou ça ou l'autre. Il y a de la moutarde, il n'y a rien. C'est rien que le vinaigre. Il pose la question, est-ce que c'est le vinaigre qu'on n'a pas changé et qu'après ça vous le changer, ou c'est à cause de kitniot que vous ne mangez pas, vous êtes ashkénaz? Il ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien savoir. Il ne voulait pas aider, il ne voulait rien savoir. Ça aurait été très facile, tu aurais facilité la vie. Tu aurais dit, écoute, c'est la même production, avec c'est kitniot, qui est probablement kitniot. Mais il ne voulait pas dire. Mais est-ce que maintenant que je vais prendre le risque, on ne va pas prendre le risque? On l'a mis de côté. Ça c'est un. Deux. Perrier. Il y a l'étiquette jaune, il y a l'étiquette verte. Maintenant, il y a orange, il y a fraise. Mais à l'époque, il y a quelques années, il y a jaune et vert. Jaune, c'est au citron, au lime. Vert, c'est normal. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'ils disent qu'il y a ces O, K et P pour la verte. OK pour le jaune, la lime ou le citron. Alors j'ai appelé, ça a pris quelques téléphones jusqu'à j'arrivais au mashgiach du OK qui fait, parce que OK c'est une grande compagnie de cacheroute, et jusqu'à tu arrives à la bonne personne, il transfère ici, il appelle l'autre rabbin, il n'est pas là, jusqu'à qu'on a attrapé la bonne personne. Je lui dis, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous ne donnez pas la cacheroute sur la lime et le citron parce que c'est kitniot, ou il peut y avoir quelque chose de hametz? Alors il dit, c'est pas important. Je dis non, écoutez, je suis rabbin d'une communauté, on me pose la question, je vais savoir, je vais rien que savoir. Il me dit, non, c'est un secret de la compagnie. Je dis, est-ce que je vous pose la question, la composition le Perrier, c'est de l'eau gazeuse, c'est de l'eau naturelle qui coule. Alors je vous pose la question, je ne vous pose même pas la question, la composition du goût. Je veux rien que savoir, est-ce que c'est une question de kitniot ou une question que c'est krametz? Rien à faire. Il m'a dit, je ne peux pas répondre. Et là-bas, c'est terminé. Et ça, c'est deux exemples sur plusieurs exemples. Maintenant, est-ce qu'on va prendre le risque ou on ne va pas prendre le risque? Malgré qu'on sait que c'est kitniot. On sait que la plupart des choses. La mayonnaise Hellmann, c'est quoi? C'est kitniot. Le ketchup, c'est kitniot. Mais ils ne veulent pas nous dire. Ils ne veulent pas nous aider. Je vais vous raconter une histoire. Le Khatam Sofer, un grand décisionnaire, Khatam Sofer. Un jour, une femme, dans la ville du Khatam Sofer, un jour, une femme était pauvre. Elle a fait une soupe pour son mari qui arrivait le soir. Et en préparant la soupe, un des enfants, il avait un peu de lait, il est tombé et le lait est tombé dans la marmite. La femme était dans tous ses états. Qu'est-ce qu'il va préparer à son mari? Il y avait un rabbin qui habitait juste en face d'eux. Elle est partie lui demander,
Le rabbin a commencé à calculer, à voir. Il dit, je m'excuse, mais il n'y a pas chichi. Il n'y a pas 60 fois la quantité de lait dans la viande et dans la soupe. Alors je m'excuse, tout le repas, il est parti. Le mari il est venu. Il était fatigué, il était affamé et tout ça. Elle lui sert du pain avec de l'eau. Il dit, tu n'as pas fait une soupe aujourd'hui? J'ai rien fait aujourd'hui. Il dit, la vérité, j'ai fait, mais elle n'est pas permise à manger. Elle lui dit, comment? Il dit, regarde, le petit, il a couru avec du lait, il est tombé. Et je suis parti au rabbin juste en face, et je lui demande la question, il m'a dit qu'il n'y a pas chichi, il n'y a pas 60 fois la quantité du lait dans la soupe. Il dit, mais pourquoi tu es parti en face? C'est pas à lui qu'on pose les questions. Moi, je vais toujours chez le Khatam Sofer, le grand rabbin de la ville. Pourquoi tu lui as posé la question? Je n'ai pas l'habitude de lui demander les questions. Ah, je ne savais pas, parce que c'était plus confortable, convenient pour moi. Je suis parti. Elle dit, moi, je vais aller. Il a pris la marmite, il est parti voir le Khatam Sofer. Il a expliqué qu'est-ce qui est arrivé. Le Khatam Sofer, il regarde, il lui dit, effectivement, il n'y a pas 60 fois dans la soupe contre la quantité de lait que tu racontes qui est tombée. Le Khatam Sofer dit, attends une seconde. Reste ici. Le Khatam Sofer rentre dans son bureau, il fait un petit appel. Il appelle le laitier de la ville, celui qui distribue le lait dans la ville. Il dit, viens ici tout de suite, j'ai besoin de te parler. Après 10 minutes, le gars il arrive. Il dit, il ferme la porte, il dit, c'est entre moi et toi. Je veux le dire à personne. Combien de l'eau tu mets dans le lait? Il dit, non, monsieur le rabbin, dis-moi, j'ai besoin de savoir maintenant, combien de l'eau tu mets dans le lait? Il était obligé d'avouer qu'il mettait plus que 50% d'eau. Donc, il lui a dit, écoute, ça reste un secret, je ne le dirai à personne. Il appelle l'autre personne, quand la soupe va la manger. Wow. Tu comprends? Des fois, il y a qu'est-ce que tu vois, mais des fois, en recherchant, en faisant une petite recherche, tu trouves des choses que tu n'aurais même pas pensé. Alors ce soir, tout ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer des côtés de la halakha. Séfarade d'un côté, Ashkenaz. Et Chaz Beshalom, Chaz Bechalila, pas abaisser l'Ashkenaz ou rien du tout, rien, pas de ça. Rien que savoir notre halachot. On a des coutumes, il y a aussi d'abord la halakha. Il y a la halakha. La halakha c'est en premier, la coutume vient après. Et vous allez voir combien de différences majeures, des grosses différences, il y a entre nous et les Ashkenazes. Ils sont tellement grands qu'on comprend deux fois pourquoi, une fois que j'ai posé la question à Rav Weiss, il dit, regarde, comment vous faites ça? Comment vous écrivez ça dans les guides? Vous n'avez pas le droit d'écrire, ce n'est pas nos coutumes. Il m'a dit en 2 mots. Kitniot, pour nous les Ashkenazes, synonyme Hametz. Il m'a dit, ne te casse pas la tête. Pour nous, dès qu'on voit Kitniot, on voit synonyme Hametz. Dès qu'on le doute de Kitniot, pour nous c'est Hametz, c'est interdit. Donc, alors on va voir quelques petites choses. Regardez. Vous savez tous que quand il y a quelque chose interdit pendant l'année, qui tombe dans du manger permis, toujours qu'est-ce qu'on voit? S'il y a 60 fois la quantité du permis contre le morceau interdit. On appelle ça batel beshishim, s'annuler en 60 fois la quantité. Sachez qu'à Pessah, cette règle n'existe pas. Et c'est ça qui fait que Pessah il est plus dur que n'importe quel halakha dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Selon la Torah, Pessah est une lave. C'est une mitzvah de forme négative. Ne mange pas Hametz. Mais la Torah dit ici, ne mangez pas du porc. Et celui qui mange du porc, est-ce que c'est karet? C'est pas karet. Mais la Torah dit, celui qui mange du Hametz, c'est karet. Ok? Alors, selon la Torah, le porc c'est un lave, le Hametz c'est un lave. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait nos sages? Nos sages avaient peur que quelqu'un s'amuse à dire oui, il y a chichim, oui, il n'y a pas chichim. Qui c'est qui aujourd'hui qui peut dire je peux mesurer? Ça, c'était des rabbins il y a 200 ans, 300 ans qui pouvaient vraiment mesurer. Peut-être il y a des cas isolés qu'on peut le faire, mais c'est très difficile à le faire. Alors, le rabbin de nos grands rabbins, le Sanhedrin et tout ça, ils avaient peur qu'on s'amuse avec ça. Ils ont décrété que Pessah, le Hametz, n'est pas batel bishishim. Alors c'est un décret déjà rabbinique, c'est important de le savoir. Rabbinique, ça baisse un niveau. Okay? Et vous allez voir bientôt dans des choses pratiques où ça rentre en jeu. Okay? Ça, c'est la première règle qu'on doit savoir. Pessah, il n'y a pas de bat beshishim. Deuxième chose, si la sauge interdite, elle tombe d'une cachère et il y a shishim,
mais elle est tombée avant Pessah. Ça veut dire que tu es en train de préparer Pessah 2 jours avant. Dans ta cuisine, 2 jours avant, 3 jours avant, tu es en train de préparer la salade cuite. Il y a le petit, il mange la pizza dans le sous-sol, il mange la pizza dans le garage. Il vient, maman, il va te donner quelque chose. Et tu vois un petit morceau de pizza tomber dans la salade cuite. Va le chercher avec la sauce tomate qu'il y a sur la salade cuite. Qu'est-ce qu'on fait? On ne les jette pas. Non, on ne les jette pas. On sait que on a vu que le morceau est tellement petit, c'est sûr qu'il est batel, mais chichim. C'est sûr. Donc maintenant, c'est avant Pessah. Dès le Shulchan Aruch, tu prends le tout, tu remues pour que ça soit bien remué, bien égal. Et là, tu peux l'utiliser pendant Pessah. Ça, c'est le Shulchan Aruch, Maran. Vient le Rama, qui est l'opinion ashkénaze. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, c'est vrai. C'est vrai. Le Hametz avant Pessah, il est batel bishishim. Mais il est sur un état qu'on appelle un état dormant. Il dort. Le Hametz est en train de dormir. Dès que Pessah rentre le soir de Pessah, le Hametz se réveille. Parce qu'on sait qu'à Pessah, Hametz est au batel bishishim. Alors il dit, il a dormi le Hametz jusqu'à Pessah. Pessah, choser veneor. Rappelez-vous de ce terme. Choser, il retourne. Veneor, il se réveille. Ça, c'est le Rama. Alors pour le Rama, il n'y a pas de choses qui sont avant Pessah, batel bishishim. Alors là, vous allez comprendre. Pourquoi on vous dit toujours, si vous achetez des produits qui n'ont pas le P, mais qui sont permis, qu'est-ce qu'on fait pour se couvrir en cas où? C'est pas qu'il y a le Hametz, mais on va dire qu'il y a quelque chose de Hametz, on l'a acheté avant Pessah. Et avant Pessah, c'est batel bishishim. Et pour nous, c'est farad, il n'y a aucun doute. Ok? Ça, c'est halakha. C'est pas une kula, c'est pas un assouplissement halakhique. Il y a une kula, il y a halakha. Ça, c'est halakha. Selon le Shulchan Aruch, si tu l'as acheté avant Pessah, en cas où qu'il y avait du Hametz, qui est batel bishishim, c'est fini, il est nul. Pour les Ashkénazes, non. Alors, eux, ils ne peuvent pas se compter sur cette règle. Alors, pour les Ashkénazes, vous ne trouvez jamais cette règle. Or que pour le Shulchan Aruch, ça existe. Et là, vous comprenez, au moins, pourquoi on dit toujours, si tu achètes sans le P, et c'est cachère, c'est sur la liste, avant Pessah. Qui veut dire que pendant Pessah, tu ne pourras pas l'acheter. Mais écoutez ça. Rav Yosef, il a dit, et ça je le demandais à son fils qui était là. Rav Yosef, il a dit que acheter des produits qui ont l'acide citrique, ok? Acide citrique, que vous le sachiez, la provenance, il y a un ingrédient qui est le blé. L'acide citrique, il y a du blé. Seulement, c'est acide citrique. Qu'est-ce que c'est acide? Tu peux te brûler la peau. C'est du poison. Si tu le manges, quelqu'un il se met en risque de vie. Tu ne peux pas manger l'acide citrique, c'est impossible. Ça veut dire que même un chien, s'il voudrait, il va mourir s'il va le manger. Alors, je crois qu'il dit clair que c'est permis. Les Ashkénazes, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est venu du Hametz. C'est venu du Hametz. Alors, il ne veut pas s'amuser avec. Rav Yosef, il a dit, l'acide citrique, c'est rien qu'un préservatif. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour le goût. C'est pour préserver une condition, pour que le manger ne tourne pas dans la boîte. Alors, ce n'est même pas du manger. Et c'est acide. Alors, il a dit, écoutez ça, dans le Yalkut Yosef, Bedi Avad, a posteriori, si tu achètes des produits avec acide citrique, avant Pessah, c'est caché. Pourquoi il a utilisé le mot a posteriori? Posteriori, ça veut dire si tu l'as acheté ou si tu l'avais déjà. Ça veut dire qu'à priori, tu ne peux pas aller sur le marché acheter des boîtes de tomates avec l'acide citrique. Quand son fils était là, je lui ai dit, mais c'est pas possible, son Shulchan Aruch, c'est complètement permis. Okay? Pourquoi ton père, Allah Shalom, il a écrit a posteriori? Je lui ai dit, je pense qu'il a écrit pour Israël. Vous savez pourquoi? En Israël, il y a une seule usine qui fabrique l'acide citrique. Une seule. Ok? Et Rav Yosef, une de réponses la plus fameuse qu'il a, c'est l'acide citrique. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Par hasard, il y a 3 ans,
J'ai eu toute la réponse. Parce que quand tu regardes ces livres, c'est très abrégé. J'ai eu la réponse, comment elle a tourné. Vous savez d'où est venue la permission de l'acide citrique en Israël, comme c'est la seule usine de acide citrique, il y a 200 employés. À l'époque, il y avait 200 employés. Ils étaient au point de faire faillite. Ce qui allait sauver la compagnie, c'est s'ils fabriqueraient de l'acide citrique pour Pessah. Et s'ils vont fabriquer pour Pessah, ça va remonter la compagnie et après dans l'année, ils vont reprendre la pente et ils vont monter. Mais si aucun rabbin leur permet de faire une acide citrique le Pessah, la compagnie fait faillite. Ça veut dire 200 familles ne trouvent pas de travail. Le premier qui a été posé la question, avant Rav Ovadia Yosef, c'était un rav, le grand rabbin de Haïfa. Il s'appelait le rav She'er Yashuv HaKohen, comme ça il s'appelait. She'er Yashuv HaKohen. Lui, il a commencé à étudier, il a emmené avec lui des chimistes. Il n'a pas rien halachiquement, il a pris des chimistes, il leur a dit, vous allez déchiqueter ce produit-là, et je vais savoir chaque molécule qui rentre dedans. Et tout le détail se trouve dans la réponse que je vous ai dit, j'ai trouvé. Tout le détail. Et les chimistes étaient tous des religieux, ultra religieux. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas religieux qui peut lui raconter des histoires. C'était des gens très religieux qui lui ont dit de A à Z de quoi est fabriqué cet acide et qu'est-ce qui se passe avec le grain de blé dès qu'il rentre en action avec le reste du composant. Quand il a tout étudié, le Rav She'er Yashuv HaKohen, il leur a dit, à mon avis, on peut vendre cet acide citrique le Pessah. Il est caché le Pessah. La réponse est passée à un autre grand rabbin d'Israël, le Rav Bakshi Doron. Lui aussi, à son tour, il a écrit toute une réponse pour permettre. Mais le Rav Bakshi Doron, c'était un élève de Rav Ovadia Yosef. Alors ils ont emmené tout le détail chez Rav Ovadia Yosef. Quand il a tout étudié, et il est parti voir tout, il leur a dit c'est caché. Mais dans son livre, il a écrit Bediavad, a posteriori. Alors je lui dis à son fils, moi je pense que ton père l'a écrit parce que c'est Israël et les employés sont juifs. Et je lui dis, je pense que ton père il avait peur, comme en Israël. Vous avez ce soir les élections. C'est quoi? C'est parce qu'il y a une partie dans le peuple, malheureusement, qui veulent ouvrir le Shabbat, qui veulent ouvrir le fête. Okay? Il y a même des autobus qui voyagent 5 minutes avant la sortie de Shabbat. Tu attends de tuer le Shabbat, 5 minutes ne vont pas te tuer. Okay? Alors, je pense que ton père, il avait peur qu'un juif s'amuse à faire l'acide citrique pendant Pessah. Et pendant Pessah, on a dit, c'est pas Batel Shishim, et on ne peut rien faire avec. Il m'a dit comme ça, dans ce mot. Il m'a dit, tu as raison, 100%. Mon père, il a écrit Bediavad rien que pour les Israéliens, pas Chutz Laaretz. J'ai cherché un peu plus, et j'ai trouvé, dans un des livres de Rav Ovadia Yosef, tu as besoin d'un médicament. Alors tu l'as acheté avant Pessah. Pendant Pessah, il te manque le médicament. Tu veux l'acheter, mais tu sais que dans le médicament, il y a du Hametz. Ok? Il est battu, les chichim, tout ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de l'acheter chez un pharmacien juif. Va chez Pharmaprix, va chez n'importe où, mais pas chez un pharmacien juif. Parce que pendant Pessah, on ne peut pas acheter du Hametz chez un juif. On ne peut pas acheter chez un juif non plus. Mais ça, c'est un médicament, c'est une question de vie ou mort, et des fois maladie. Qu'est-ce que tu fais? Rav Ovadia Yosef, il écrit clair. Si quelqu'un a besoin d'un médicament, et ce médicament, on sait qu'il contient du Hametz, mais il a besoin vraiment de ce médicament, parce que pour sa santé, ce n'est pas des vitamines. Vitamines, tu peux t'en passer pour 7 jours. C'est un médicament, vraiment quelque chose qui est pour sa santé. Dit Rav Ovadia Yosef, achète-le chez un goy. Même s'il y a du Hametz, le goy n'a pas de loi de Hametz et de Kasher. Alors chez lui, c'est Batel Bishishim même pendant Pessah. Même pendant Pessah, si un goy il prend du Hametz, il le met du manger, okay, c'est Batel Bishishim. Okay? Ça, c'était la source, peut-être que vous le sachiez. C'était la source que Rav Ovadia Yosef a utilisée pour permettre à Tiberias
et à tout Israël boire de l'eau du robinet. D'où est-ce qu'il vient l'eau en Israël? De la Kinneret. Vous savez que malheureusement, il y a des juifs autour de la Kinneret qui vont faire des pique-niques, ils jettent du pain pendant Pessah. Et un peu avant Pessah. Et vous savez que cette eau, avec le Hametz, il vient chez vous à la maison. C'est pour ça, si vous allez faire la prochaine fois le voyage en Israël, allez-y à Bnei Brak. Vous allez voir sur tout le toit de Bnei Brak de grosses tanks noirs. Ce tank noir se trouve rien que du côté arabe, jamais en Israël. Vous allez dans tout Israël, vous n'allez pas trouver ce tank sur le toit. Rien qu'à Bnei Brak. Pourquoi? À Bnei Brak, le Chazon Ish, il a interdit de boire l'eau du robinet. Il a dit combien de gens qui jettent du Hametz pendant Pessah et juste avant Pessah. Et cette eau est filtrée. Même s'il est filtré, il arrive à la maison, c'est Hametz. Alors les gens préparent des tanks d'eau pour cuisiner et pour boire. Prendre la douche, tu peux prendre la douche avec l'eau normale. Laver les mains, tu peux te laver les mains avec l'eau normale. Mais boire et manger, le Chazon Ish, il a dit à Bnei Brak, on ne boit pas de l'eau de la ville. Parce qu'il y a du Hametz. Ravadia Yosef, il s'est penché sur la question. Et encore, il a dit tout d'abord, c'est pas ceux qui le jettent pendant Pessah. Deuxièmement, qui c'est qui mange le Hametz? Est-ce que c'est des Juifs? C'est des Arabes. C'est des Goïms. Alors, il y a tellement d'eau, et le Hametz, tu vas me dire que toute la Kinneret ne peut pas annuler en 60 fois la quantité de Hametz. Ah, mais ça a été jeté pendant Pessah. Oui, pas faire des Goïms. Et il l'a permis. Alors, tu vois que ce qu'il a écrit, le Rav Yosef, que l'acide citrique, c'est Bediavad en Israël, pas en Israël. Alors c'est permis. C'est permis. Ça c'est une chose. Une autre chose. Avoir de suspects, peut-être, si on regarde tout le Shulchan Aruch, je vous lis 3 exemples, pas plus. Il y a plein d'exemples comme ça. Les séfarades n'ont jamais eu de doutes. Et pourtant, on n'a jamais habité comme séfarades, on n'a jamais habité dans le milieu de juifs. On habitait toujours aux côtés des arabes, à côté des chrétiens, en Espagne. Okay? C'est pas que tu dis, les juifs habitaient tous en Israël. On habitait avec des goïms. Chez qui nos parents et nos grands-parents faisaient le marché de Pessah? Chez les arabes, au Maroc. Pas chez des juifs. Et chez qui ils achetaient en Espagne? Chez des goïms. Okay? Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans et plus, il nous a donné des règles qui sont valables aujourd'hui, mais il y a un peu plus de complications, mais les règles sont toujours valables. C'est le Shulchan Aruch. On doit suivre le Shulchan Aruch. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, le Shulchan Aruch. Il écrit dans le chapitre 447, à la Chahé, il écrit comme ça: Bassar, de la viande, gvina, de fromage, d'agim, de poisson, qui ont été salés avant Pessah, okay? Et on n'a pas fait attention que tout autour il n'y a pas de Hametz, mutar l'ochlam ba Pessah. Vous êtes en train de faire, le Rav Yosef il a écrit plus actuel. Il écrit dans son livre comme ça. Vous êtes en train de faire une salade cuite. Ok? Dans la cuisine, rien n'est caché de Pessah. Mais il n'y a pas de pain sur le comptoir où vous faites ça. Il n'y a pas. Mais il y a du Hametz partout. Mais pas sur le comptoir. Tu fais une salade cuite, après tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec toute cette salade cuite? Qui c'est qui va la manger? Il reste 3 semaines pour Pessah. Ça peut me servir pour 4-5 semaines, ça. Je peux le prendre maintenant, je le mets dans un bocal caché le Pessah, et je l'utilise à Pessah. Et tu vas me dire, mais la cuisine, il y a du Hametz. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Pourquoi je dois suspecter? Est-ce qu'il y avait du pain juste à côté de moi? Non. Est-ce qu'il y a un enfant qui s'amusait avec du pain juste à côté? Non. Oui, c'est vrai que je n'ai pas nettoyé toute la cuisine, mais il n'y avait pas de Hametz. Que ce soit de la viande, que ce soit du poisson, ou que ce soit de fromage, c'est cachère. De là, vous comprenez. Les Ashkenazes, ils exigent, ils disent, Hop velo yavo. À Purim, le Vadaïr, le COR, tout le monde, ils disent que toute les boucheries doivent fermer pour un jour. Ils ferment pour un jour, ça veut dire qu'ils peuvent vendre ce qu'ils ont dans le frigidaire, mais en arrière, là, le coupage, tout ce qui est coupé, ils ferment, ils cachérisent tout, ils nettoient tout, et après, ils changent le sel pour un sel caché le Pessah. Rien que vous le sachiez, dans le sel, il n'y a pas Hametz. Il y a du kitniot. Ok? Il y a du kitniot. Il peut y avoir un produit que peut-être les Hametz, mais pas sûr, on va en parler bientôt.
Mais c'est le kitniot. Le kitniot, c'est Hametz. Il ne s'amuse pas. Alors il nettoie tout. Alors maintenant, il vous reste de la viande. Vous avez acheté, il vous reste de la viande congelée. Pour eux, le Rama il dit clair. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rama, c'est intéressant. Même le Rama il dit ça. Le Rama il dit on ne peut pas utiliser cette viande, ni ce poisson, ni le fromage, à moins qu'on ait les désemballés, ça veut dire on ouvre les emballages, et on a rincé la viande shalosh pe'amim lifnei Pesach. Tu dois désemballer toute la viande congelée, tu le rinces 3 fois, et rien qu'après tu peux re-emballer et le mettre au frigo, encore dans le congélateur. Je crois alors, qu'est-ce qu'il a dit? Non, elle est cachée à la Pesach. Alors tu as encore de la viande, tu as encore des poissons, tu as encore de fromage, je vais en parler à la fin, tu peux tout mettre, tu peux tout laisser. Rien qu'on lève tout le hametz qu'il y a dans le congélateur, mets-toi ton congélateur et tu remets tout. Tu remets tout. Okay? Ça, c'est déjà une grande différence. Très grande différence. Le Rama, il dit comme ça. Pourquoi il ne veut pas qu'on utilise des produits qui ont été salés avant Pessah? Dit le Rama, très intéressant. De peur que peut-être il y avait un peu de hametz à côté du sel. Est-ce qu'on a vu le hametz? On ne l'a pas vu. Peut-être. Peut-être. Rien que vous sachiez une chose. Le Rama, c'est un acronyme. Rabbi Resh Mem Aleph. Rabbi Moshe Israelish. Ok? Rabbi Moshe Israelish. C'était un kabbaliste. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il est mort dans l'année 333. Ok? 333. Dans son enterrement, ils ont fait 33 éloges funèbres. C'était un grand kabbaliste. Lui, il était très strict, mais avec sa communauté. Et quand on dit sa communauté, c'est la communauté Ashkenaz. Mais ça ne nous oblige pas, nous. On a le Maran, on a le Shulchan Aruch. Si le Shulchan Aruch dit c'est permis, c'est permis. Une autre chose, que le 2, avec ça, après on va parler des autres choses. Une autre chose, le miel. Maran, il dit, tu peux acheter le miel chez le goïm. Il dit carrément, tu peux acheter un miel chez le goïm. Le miel, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Il y a un petit problème, je vais vous expliquer après. Le miel, à base, il est cachère. Le Rama, il dit, non, peut-être ils ont mis quelque chose dedans. Et pourquoi je vais suspecter qu'ils ont mis quelque chose dedans? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont trouvé qu'en Chine, l'année dernière, ils ont trouvé que les Chinois ont mélangé des produits dans le miel. N'achetez jamais quelque chose de la Chine. Vous pouvez acheter des habits, des souliers, mais pas du manger. Du manger, ne touchez pas. Okay? Jamais toucher de manger de la Chine. Ils ont trouvé qu'ils ont falsifié le miel. Ok. Lisez bien avec quoi ils l'ont falsifié. Avec quoi ils l'ont falsifié? Avec du glucose de maïs. Qui est quoi? Hametz. Hametz. Pour les Ashkenaz. Ok? Vous vous rappelez l'année dernière, et cette année ils l'ont répété encore, l'année dernière, l'huile d'olive. Ils ont dit qu'on a attrapé qu'ils falsifient l'huile d'olive. Avec quoi? Avec l'huile canola. Qu'est-ce que c'est l'huile canola? Kidniot, Hametz. Alors même s'ils falsifient, vous pensez que le Shulchan Aruch, quand il dit on n'a pas peur pour ces choses-là, pourquoi? Parce qu'il savait que même si tu mélanges des choses, ces choses-là, ils vont être toujours permis parce que ça va être toujours Kidniot. Et nous, on n'a pas accepté les Kidniot. Alors c'est une grosse, le Kidniot, c'est un département en lui-même. Je vais vous donner des exemples, vous allez être étonnés. Regardez dans combien de choses il y a des Kidniot. Vous savez que dans le poisson fumé, vous pensez que c'est le poisson vraiment, ils prennent ça dans des fours avec la fumée et tout ça? Pas du tout. Il y a un liquide aujourd'hui, tu achètes, tu mets sur le poisson, tu le mets au four, ça devient fumé. Mais ce liquide est à base de quoi? Maïs. Les Ashkenazes ne peuvent pas l'acheter. Pour nous, tant qu'on sait que le four est cachère, alors qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? OU, MK, COR, n'importe quoi. On a besoin de la cacheroute pour nous dire que le four était cachère. Première chose. Une fois que c'est cachère, tu peux acheter le poisson fumé. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui. Est-ce que je peux l'acheter chez mon poissonnier? Non. Aujourd'hui, le poissonnier, je ne veux pas dire de nom parce qu'après, demain, ils vont tous courir après moi. Pourquoi tu as dit non? Je ne dis pas de nom. Mais des poissonniers qui n'ont pas la terouda,
il y a des poissonniers goy, okay, qui n'ont pas Teuda. Et les gens achètent. Les gens achètent chez eux. Le problème est, eux, ils font fumer dans leur four, et des fois, ils n'ont pas ce four. Ils envoient à faire fumer. Il y a un poissonnier, il ne m'a pas dit à moi je ne m'approche pas. Il ne m'a pas dit à moi, il a dit, dis-lui, il a dit à quelqu'un de me le dire, que lui, il ne le fait pas fumer lui-même. Il envoie ça à la compagnie Adar, A-D-A-R. Pas Adar, comme c'est nous ici, A-D-A-R, c'est un chassid, Mr. Weinberger, il est en ville, ça, il m'a dit, j'envoie à lui. Qui c'est qui te sauve? Est-ce que moi je peux savoir? D'abord, est-ce qu'on a le droit d'envoyer un poisson par un goy? Et tu vas le fumer, et tu vas le retourner. Qui c'est qui te sauve? Personne ne te sauve. Vous ne pouvez pas acheter le poisson fumé chez un poissonnier qui n'a pas de Teuda. S'il a la Teuda, c'est fini, je peux l'acheter. Et si tu l'achètes chez Costco ou n'importe où, il y a O-U-M-K-C-O-R, n'importe quoi, tu peux l'acheter. Okay? Le saumon congelé, pas fumé, normal, congelé. Okay? Pour le congeler, ça c'est un truc que j'ai appris l'année dernière, pour le congeler, quelqu'un m'a expliqué, tu as besoin de mettre un peu de l'eau sur le produit, sur la viande. Ça c'est un boucher qui m'a appris ça. Il m'a dit, avant de congeler la viande, tu le rinces. Après, tu l'emballes. Pourquoi? Quand il va congeler, il y aura une petite couche de glace qui va se former sur la viande. Cette couche de glace, elle préserve qu'il n'y aura pas de freezer burn. Si vous laissez trop la viande dans le... Des fois, il vous reste la viande et il reste là pas longtemps. Vous allez voir que la viande commence à devenir blanche. Elle perd de sa couleur. On appelle ça freezer burn. Des fois, ça peut même tourner. Il m'a dit, tu rinces un peu, et la petite couche de glace qui va se former sur la viande ou sur n'importe quel produit que je vais congeler, elle va le protéger. Alors tout le froid, il va s'arrêter à la glace. Et après, tu décongèles, ça reste impeccable. Ok? Alors le poisson fumé, non. Une autre place où vous trouverez les kitniot, tous les huiles. Okay? Tous les huiles, ils sont kitniot. L'huile végétale, c'est kitniot. L'huile canola, c'est kitniot. Et canola, je vous conseille d'acheter le mois. Et d'ailleurs, ils ont arrêté de faire la cache-route. Avant, d'ailleurs, ils donnaient cache-route, soi-disant pour le sfarad. Ils veulent soi-disant faire des choses pour nous, mais ils font tordu. Pourquoi? Vous savez que la canola, c'est une graine qui est plantée dans des champs de blé pour reposer le champ. Quand tu pousses du blé, le champ se fatigue. Comment on repose le champ? Mais tu ne veux pas perdre le temps, mais tu vas perdre une production. Alors tu plantes quelque chose d'autre qui prend moins la force de la terre. Qu'est-ce qu'on plante? La canola. Sur 5000 grains de canola, tu trouveras un grain de blé. Maintenant, est-ce que c'est cachère? C'est 100% cachère. Pourquoi? Parce que maintenant, ils vont moudre le tout, ils vont sortir l'huile. Ça veut dire que ça va être molu, batel, bichichim. 5000, pas chichim, pas 60 grasses. 5000. Okay? Les autres n'ont rien. Alors, si j'ai à préférer, j'aurais préféré l'huile végétale, l'huile de maïs, l'huile, je ne sais pas, des raisins avec Hercher, des pépins de raisin avec Hercher, l'huile olive, n'importe quelle huile. Canola en dernier. D'ailleurs, ça fait 2 ans, ils ont arrêté de donner la cache. Mais je peux vous entendre. Comment? Je peux vous poser une question? Oui. Alors les Ashkenazim, ils n'utilisent pas d'huile du tout? Non. Ils utilisent l'huile de coton et l'huile de cacahuète. C'est ça, peanuts. Pourquoi? Parce que le Rav Moshe Feinstein, il a dit que le peanut, c'est pas kitniot, malgré que le peanut, c'est kitniot. Le peanut, c'est kitniot. Les arachides, c'est kitniot. Qu'est-ce que c'est kitniot? C'est quoi la définition de kitniot? Tout ce qui pousse en plusieurs et surtout dans un sac. Si tu prends le pois vert, c'est un petit sac, il y a des pois verts dedans. Okay? Si tu prends le grain de sésame, il pousse en plusieurs. Okay? Tout ce qui pousse en plusieurs, c'est kitniot. Ils ont décrété surtout le kitniot, les Ashkénazes. Il y a des produits qui sont venus après le décret. Le kitniot, c'est 700 ans. Peanuts, les arachides, c'est venu après le décret. Rav Moshe Feinstein, un grand décisionnaire ashkénaze, il leur a dit c'est permis. Alors ils font l'huile d'arachide. Cotton seed, le coton, c'est pas de kitniot. Le coton, c'est pour faire des habits. Mais ils arrivent à extraire le grain et faire. Alors c'est pas kitniot. Et dernièrement,
c'est pas une huile qu'on peut faire avec. Dernièrement, on a la quinoa. La quinoa, c'est kitniot. Mais comme ça vient de sortir, 10 ans sur le marché, c'était pas au moment, il y a 700 ans, on ne peut pas renouveler. Même les Ashkénazes ne peuvent pas décréter. Donc même les Ashkénazes te disent que tu peux manger la quinoa. Même pour les Ashkénazes qui ne mangent pas kitniot, ils peuvent manger la quinoa. Ok? Ça c'est pour les huiles. Maintenant regardez, ça c'est la grande surprise. Ils nous disent toujours que nous sommes Mekelim, que nous utilisons n'importe quoi. Le guide de VAD 2016, ils ont écrit Coq Zéro, grande découverte. Après plusieurs, c'est tout en français ici, après plusieurs années de recherche, nous sommes arrivés à la conclusion que l'aspartame qui est fait partie des kitniotes, comme il est liquéfié, alors il a changé sa forme, et même pour les Ashkénazes, selon certains dictionnaires, ne posera pas un problème. C'est pour cela que nous cachérisons le Coq Zéro. Moi j'ai écrit dans un autre guide, ça fait déjà 16 ans que j'ai dit que c'est permis. Vous êtes arrivé à la conclusion 2016. Ok? Alors, et ils ont permis les kitniot. Kitniot chez Nishtanu. Des kitniot qui ont changé de forme. Alors là, vous comprenez que pour le séfarade, on ne mangeait pas le maïs au Maroc. Plusieurs ne mangeaient pas le maïs au Maroc. Mais tu as 100% le droit d'utiliser l'huile mazola. Même s'il est fait de maïs, mais c'est de maïs changé, de solide à liquide. Regarde, plus que Ashkenaz. Les Ashkenaz sont pires que nous dans les kitniot. Et l'aspartame, ils l'ont permis. Ils l'ont permis parce que ces kitniot chez Nishtanu. Ils ont changé de forme, de liquide, de solide à liquide. Alors, plusieurs Ashkenaz l'ont permis, le VAD aussi l'a permis. Dernière chose, kitniot. Vous savez où vous trouvez le kitniot? Dans le café. Ok? Le café, il y a deux problèmes. Dans le café, il y a deux problèmes. Maintenant, ici, je vais vous dire quatre éléments que quand vous le voyez dans un produit, c'est comme une petite lumière rouge. Ok? Quand vous voyez ces quatre éléments, c'est pour vous comme une petite lumière rouge. Ça veut dire qu'on doit poser la question. Première, qui est kitniot, mais c'est plus que kitniot. C'est où la dextrose, ou son autre nom, maltodextrine. Dextrose ou maltodextrine. Ce produit en Amérique du Nord, Canada et les États-Unis. La provenance, c'est le maïs. En Chine, ils le fabriquent à partir de blé. Et tu peux le trouver aussi en Europe, comme en Allemagne, okay? En Suisse, en France. Tu peux le trouver. Maintenant, quand tu vois sur un produit dextrose, c'est une lumière rouge. Je dois me poser la question. Est-ce que je prends le risque et peut-être c'est ça, parce que tu ne sais pas où la compagnie a acheté son dextrose. S'il a acheté aux États-Unis, il n'y a aucun problème. S'ils l'ont acheté ici. Mais qui c'est qui te dit qu'ils n'ont pas trouvé un deal sur l'Internet, okay? Et ils ont trouvé un deal, un bon shipment de dextrose, mais fait de blé. Pour eux, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le blé ou le maïs. Dès que je vois dextrose, je ne m'approche pas. Okay? Cette semaine, il y avait une femme qui m'a envoyé un céréal de bébé. Il s'appelle Omega Plus. Okay? C'est la marque Kirkland. Okay? Dans les ingrédients avec le dextrose. Okay? Ça, c'était OU. Je lui dis le meilleur qu'ils peuvent te dire, et c'est pas sûr, même eux, ils vont pas savoir à 100%. Le meilleur qu'ils peuvent te dire, c'est le OU eux-mêmes. Tu leur dis, est-ce que le OU, il inclut Pessah aussi? Dans des autres formules, une famille, isomil, toutes les choses, tu ne trouveras pas le dextrose. Apparemment, celui-là, il avait le dextrose. Ok? Alors, quand ils disent dans les guides, il ne faut pas acheter les cafés instantanés. Café instantané. Okay? Il y a des grains de café, ça c'est permis. Il y a le café pur, okay? Moulu, permis. Okay? Mais quand tu achètes du café instantané, il y a un problème. Pourquoi? Alors le COR, il a écrit, il peut avoir du dextrose. Vous savez pourquoi ils vont mettre du dextrose dans un café? Pour le volume. Au Maroc, ils mettaient le sang. Le sang, c'est les épluches de graines de blé.
Tout ce qui tombe du blé, c'est le sang. Alors, ils mettaient pour donner du volume. Et c'est la même couleur. C'est la même couleur que le café. Alors, ils mettaient ça. Ici, ils mettent des dextrose. Pas tout le monde. Ici, ils mettent des dextrose. Maintenant, pour le café instantané, si on ne le sait pas pour sûr, on peut l'acheter. Ok? Alors, il y a un café qu'ils ont marqué, qu'ils ont trouvé, qu'ils mettent pour sûr le dextrose. C'est le Nescafé Rich. Le Nescafé Rich, ils mettent du dextrose, on ne touche pas. Comment? Vous avez pris Taster Choice, jamais Rich. Rich, non. Ça fait déjà 3 ans qu'on écrit non. Mais Taster Choice. Taster Choice, il n'y a pas de problème. Il y a le nouveau là que tout le monde adore maintenant, le Gold. Il n'y a pas de problème. Ok? On peut le prendre. Okay? Tant qu'on ne sait pas pour sûr qu'il y a de dextrose, on peut le prendre. Café instantané. Alors il y a le Folgers, il y a le Taster Choice, il y a le bleu Maxwell House, okay? Et il y a le Gold. Alors, vous avez déjà 4 cafés. Si vous prenez de Nespresso, ce n'est pas toutes les capsules. Il y a des capsules qui peuvent avoir du Hametz aussi, ou de dextrose, on ne sait pas. Alors, je circulais cette semaine la liste de 2019. Tous les cafés sans arôme, sans vanille, sans hazelnut, tout ça, c'est bon. C'est ça? Comme règle générale, vous ne pouvez pas acheter un café à l'hôpital juif, ou Second Cup, ou Starbucks, ou Tim Hortons, même des cafés cachers, noirs. Pourquoi? Ces endroits-là, ils vendent du Hametz pendant Pessah. Alors le gars qui sert un Danish à quelqu'un, ou il sert n'importe quoi à quelqu'un, et après avec ses mains sales peut-être, il va toucher ton café, et peut-être quelque chose il va tomber. Pessah, on a dit, il n'y a pas 60 fois la quantité. C'est rien du tout, on peut tout interdire. Alors on n'achète pas dans ces endroits. On le fait que chez nous, mais dehors, je ne crois pas. Mais, si tu voudras boire des canettes, okay? Par exemple, si tu bois du Coke cachère, ou Zero Coke, ou n'importe quoi, sur des machines de vendeuses comme ça, des machines vendeuses, il n'y a pas de problème, parce que c'est des canettes, il n'y a pas de Hametz dedans. Okay? Il n'y a pas de problème. Et on peut l'acheter même pendant Pessah. On essaie d'acheter tout avant Pessah. Rien que vous le sachiez. En France, ils ont un problème avec le coke. Ok? Dans le coke, il y a deux problèmes. Il y a le sucre qui est à base de maïs, qui pour nous, il n'y a pas de problème. Glucose de maïs, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils doivent changer. Et ils changent le sucre à canne à sucre. Et c'est pour ça que le goût, si vous êtes connaisseur de coke, ce n'est pas le même goût. Okay? Et le prix, pour une fois, est justifié. Je crois que c'est 2,5 $ le 2 litres. C'est justifié parce qu'ils doivent tout nettoyer, tout changer. Même la formule est changée. À cause de la glucose. Mais il y a un autre produit. La couleur du coke, le noir du coke, il vient du caramel. Caramel, ici, ce n'est pas un problème. En France, le caramel, il vient de l'orge. Alors en France, le coke est Hametz. En France seulement. Chaque pays, il a ses règles. Alors en États-Unis, en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, le coke zéro, tout ça, ils n'ont pas de problème. C'est en France qu'il y a un problème avec le coke, à cause de la caramel. Ce n'est pas tous les boissons qui ont la caramel. Mais là-bas, ils ont un problème. Donc, alors, ça c'est une chose, la maltodextrine ou la dextrose qui est kytniote aussi, ça, qui kytniote, il peut avoir un problème. Une autre chose, c'est tous les légumes congelés. Ok? Tous les légumes congelés, ils ont l'acide citrique. Okay? Alors, on a expliqué déjà que l'acide citrique, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez l'acheter, mais attention, les légumes congelés ont obligé d'avoir une cache-route pour l'année longue et pour Pessah au moins pour l'année. Une cache-route de l'année. Okay? Tous les légumes congelés sont cuits à 30%, c'est ce qu'on appelle le blanching. Pour qu'ils ne pourrissent pas dans le sac, ils les cuisent à 30%, le blanching, ils les ouvrent et ils enlèvent tout le liquide et dry freeze. Et tout de suite, ils le congèlent. Okay? Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il le cuit. Alors, j'ai besoin d'un OU, un COR, MK, n'importe quoi, pour me dire que ça a été cuit dans un endroit qui n'a pas de problème. A posteriori, mais ça, c'est vous le gardez dans la poche a posteriori, pas a priori. En cas que vous avez acheté des légumes congelés et vous l'avez déjà cuit, vous pouvez le manger. Il y a des raisons qu'on ne va pas rentrer dedans maintenant. Mais vous pouvez. Mais
Si vous ne l'avez pas encore ouvert le sac et vous pouvez le retourner, retournez-le. C'est mieux. Mais pour Pessah, tout le problème c'est l'acide citrique. Tant que j'ai OU, MK, COR, n'importe quoi, avec acide citrique, il n'y a pas de problème pour le séparat. Ok? Ça c'est une autre chose. Maintenant, les trois autres produits que je voulais vous parler ce soir, on a parlé de la maltodextrine, dextrose, on a parlé d'acide citrique ou acide ascorbique, synonyme. Tout ça c'est des préservatifs. Alors ils ne sont pas là pour manger, ils sont là rien pour préserver le manger. Tous les deux sont cachés avec Pessah. Il y a acide lactique. Et vous le trouverez dans des olives. Ok? Acide lactique. Le nom déjà, lactique, ça ne sent pas bien là. C'est lactique, c'est lait. Et en vérité, c'est un produit de lait. En vérité, c'est un acide qui provient du lait. Maintenant, comment il produit cet acide? De l'eau. Ça vient de l'eau de lait. Ça veut dire que quand vous faites du lait, vous le laissez reposer, tout de suite il y a de l'eau qui monte en haut. Alors il y a la partie grasse du lait qui descend en bas et la partie eau qui monte en haut. On appelle ça en anglais le whey. Whey. Is that whey? Whey. W-H-E-Y. Whey. Ok? Alors le whey. Alors le whey, c'est lactique. Mais il est transformé en acide. Dans ce cas, c'est ça? Dans ce cas, il n'y a pas de problème quand il se trouve dans des olives, n'importe quoi. Ça ne pose pas un problème. Le vrai problème dans le whey, que des fois, il le mélange avec des produits qui sont à base de grains, incluant le blé. Quand je vois le whey dans un produit, c'était une lumière rouge. Je dois poser une question, est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Même si c'est cachère, au point de vue acide, il est possible qu'il a été combiné avec quelque chose d'autre. Ça se trouve dans des médicaments, vous allez trouver ça dans des vitamines, ça se trouve dans le formule de bébé, ok? Et vous allez trouver ça aussi dans comme je dis, dans des olives, pour un préservatif. Mais rien qu'au Maroc. En États-Unis, ils vont acide citrique et acide ascorbique, pas de l'huile. C'est pas halavi. Malgré que le nom est halavi, c'est pas halavi. Hein? Le problème, c'est plus ramé, c'est pas halavi. Mais ce n'est pas sûr que c'est Hametz, mais il faut poser la question. Il faut faire une recherche. Alors toujours on demandera à ceux qui ont donné les recherches. Si c'est OU, MK, COR, on va leur demander à eux et ils doivent savoir. L'acide lactique, qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce que vous avez vérifié qu'il n'a pas du blé, il n'a pas quelque chose dans notre mélange? Des choses comme ça. Ok? Alors, 4 produits à retenir ce soir. Dextrose, maltodextrine, oui, c'est ça, whey, acide citrique, acide ascorbique et acide lactique. Lactic acid. Ok? Ça c'est le 4. Ok, plus ou moins, je crois que on a fait un peu de tour aussi des produits, plus ou moins. Mais rien que sachez une chose, que c'est pas toujours qu'est-ce qu'ils écrivent, que interdit. Il faut savoir interdit à cause de quoi. Est-ce que c'est kitniot ou c'est vraiment halakha qui est interdit? Il y a des choses que oui. Il y a des choses que vraiment c'est halakha pour tout le monde. Il y a des choses que il faut faire attention parce que l'industrie du manger aujourd'hui devient très complexe. Il y a toutes sortes de choses. Je vais vous dire, le pomme, ça c'est pour l'année, pas pour Pessah. Les petites pommes de terre qui viennent dans des canettes, Red Feather. Okay? Il y a une compagnie Red Feather dans une petite canette. Okay? Il ne faut pas l'acheter pendant l'année. Il n'y a pas d'air cher. Mais ils disent, mais c'est quoi? C'est de l'eau. C'est écrit eau, pomme de terre, acide citrique. Okay? Je l'aurais acheté pour Pessah? Non, je ne l'aurais pas acheté pour Pessah. Mais c'est le même ingrédient? Oui. Je l'aurais acheté pour Pessah s'il aurait MKOU, COR quelque chose. Mais je ne l'aurais pas acheté pour l'année, même pour l'année, s'il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ce compagnie-là, Red Feather, comme des autres, n'importe qui, quand ils n'ont pas assez, ils n'ont pas de la place pour faire cette production, et ils ont eu une commande, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient la commande dans une autre compagnie. Et l'autre compagnie, il est possible que sur leur machine, il y a une heure, ils ont fait de la viande non cochère. Ils ont fait n'importe quoi non cochère. Mais tu dis quoi? Il y a de l'eau. Oui, c'est pas la question qu'est-ce qu'il y a de l'eau, l'acide citrique, ça c'est cachère. Mais où ça a été produit? Sur quelle machine? Alors le cache-route est toujours là pour nous dire la machinerie. La machinerie. Après, on va voir les questions de Pessah ou des autres choses. Mais d'abord, il faut juste. Alors le Red Feather ou n'importe quoi, même s'il a avec eau, sel, acide citrique, on ne le touche pas. On ne le touche pas. Okay? Parce que c'est une question pour toute l'année.
Plus ou moins, je crois, c'est ce que je vous ai dit ce soir. Maintenant, on va peut-être ouvrir la session de questions si vous en avez. Voilà. Je voulais vous demander, pour ceux qui sont